Nous sommes ici à la Marzelle, sur la commune de Sainte-Cécile, et nous sommes sur le sillon houiller de Vendée, c'est-à-dire en un point qui est intermédiaire entre Faix-Moreau, tout à fait dans le sud de la Vendée, d'une part, et puis Port-Saint-Père, tout à fait au nord, en Loire-Atlantique, vers le nord-ouest. Et sur cet alignement-là, sur une largeur peut-être de quelques centaines de mètres, eh bien, on trouve des sédiments qui contiennent de la houille. Alors, ce houiller a été exploité donc pour le charbon, pour la houille, et il y a eu plusieurs mines de charbon qui ont été ouvertes dans le courant du 19e siècle. Donc la mine du Temple, la mine de la Marzelle ici à 100 mètres d'ici, et puis celle du Freigne à quelques kilomètres de là. Ces sédiments se sont déposés il y a 290 millions d'années. Ils ont été datés grâce aux empreintes de plantes qu'on y trouve. Et l'érosion des montagnes ont produit donc ces galets. Et l'accumulation de débris végétaux ont produit de la matière organique qui ensuite a donné des veines de charbon. Le tout a été basculé et complètement étiré le long d'une grande faille. Il y a 200 millions d'années, la mer, qu'on appelle une mer jurassique, c'est le nom de l'époque géologique, a recouvert toute la région. Depuis la plaine de Luçon jusqu'au bocage vendéen, tout a été recouvert par des sédiments calcaires dont on retrouve des traces un peu partout dans la région. Au début de l'ère tertiaire, de nouveaux mouvements tectoniques se sont produits. C'est à cette époque notamment que les collines vendéennes qu'on voit dans le fond se sont légèrement soulevées. Et il s'est produit un phénomène ici, c'est que cette ancienne faille qu'on appelle le sillon houiller a rejoué. De nouveau, les terrains ont bougé ici et tout le compartiment de la plaine de Chantonnay qu'on voit à nos pieds ici s'est effondré de près de 200 mètres. Ensuite, ils ont été décapés dans ce secteur mais ont été conservés dans le bassin jurassique de Chantonnay, au bas de la pente ici. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on trouve de ce côté-ci, c'est-à-dire vers le sud-ouest, un paysage de bocage avec des schistes et des granites, comme le granit de la Roche-sur-Yon. Et puis, au pied de cette pente, le bassin jurassique de Chantonnay, où a été conservé, piégé donc les sédiments de la mer Jurassique. Ce sont des terres saines qui conviennent en général bien aux cultures. Les terres de bocage sont plus humides, l'élevage y est très présent. Cette zone sur le Houiller est bien connue pour ses vignes. Vers 1750, les ingénieurs du roi Louis XV construisent le cours royal Nantes-Bordeaux. Il s'agit d'une nouvelle voie, d'un tracé rectiligne qui n'emprunte pas les anciens chemins. Aussi, ils sont amenés à faire des travaux importants et à peu près l'endroit où nous nous trouvons, en dessous du lieu dit la Mourière, au moment où ils coupent la colline, ils trouvent des affleurements de houille. Bien sûr, pendant les guerres de Vendée et les destructions des colonnes infernales, personne ne se préoccupe du charbon de Chantonnay. Mais le 8 août 1808, l'empereur Napoléon Ier traverse Chantonnay en voyage officiel. Et là, on ne manque pas de lui présenter le charbon de la Tabarière. Mais il fait semblant de s'en occuper et il poursuit son chemin. Il faut dire que la situation de la guerre d'Espagne est alarmante et il a d'autres préoccupations, si bien que l'histoire du charbon de Chantonnay va attendre encore un peu. À proximité de Sainte-Cécile, une mine de charbon a été exploitée au village du Freigne. Le seul document connu est cette autorisation de concession datée du 2 juin 1877. Une borne matérialise cette concession qui est un droit d'exploiter. En fait, il s'agit de la concession de Chantonnay. Le grand-père de M. Brejon a travaillé dans cette mine. Il avait des bœufs, vous dites ?
Oui. Autrefois, oui. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces bœufs? Ils transportaient les arbres pour étayer. Pour étayer les galeries de la mine, quoi. D'accord. Ils avaient des chevaux aussi, parce qu'on va voir l'écurie. Oui. Où c'est... Oui, les mangeoires et puis les chevaux servaient à l'exploitation de la mine pour remonter le charbon en surface, quoi. Ah oui. Oui. C'est surtout pour ça, quoi. À l'époque, il n'y avait pas de machine, quoi. C'était ça avec des chevaux. On n'a jamais connu de machine dans la mine de là. Jamais entendu parler de machine, tout au moins. Et ensuite, c'était remonté en surface Ben, par une pente douce, c'était pas, il n'y avait pas de truc pour remonter. Et ils avaient creusé en pente douce. Ce site a été exploité à partir de 1870. Il reste encore quelques vestiges, les murs d'enceinte et le terril constitué de débris de charbon. La mine de la Marzelle fait partie de la concession de la Marzelle, délimitée par 5 bornes entre Chantonnay, Sainte-Cécile et Saint-Martin-des-Noyers. Le puits principal descendait à 203 mètres avec 3 galeries à travers bancs tous les 50 mètres de profondeur. D'où vient votre grand-père? Est-ce qu'il vient d'une famille de mineurs? Notre grand-père venait d'une famille de mineurs. Ils étaient mineurs de père en fils. C'est toujours ce que nous a dit. Il a travaillé ici et il a reparti travailler dans le Nord. Il a été rappelé pour retravailler ici après. Et jusqu'à la terminaison, à la fin de la mine. On se rappelle encore de quelques vestiges qu'il y avait là. On aurait dit la descente vers les puits, certainement, vers les galeries, pour la remontée de la benne. Et c'est des choses qu'on a encore bien connues, qui ont finalement été vite disparues. Et aussi les 2 bacs qui servaient pour que les mineurs se nettoient en sortant de la mine. Ma grand-mère donc était Joséphine Remigeroux. Elle avait connu mon grand-père, Michel Panlou, qui était venu travailler à la mine de la Marzelle pendant un certain temps, peut-être pendant 4-5 ans. Ils extrayaient du charbon. Et là, il avait connu donc ma grand-mère. Il se serait certainement marié à cette époque-là. Mais ma grand-mère ayant ses parents qui ne voulaient pas du mariage à un étranger parce qu'il venait de travailler dans les mines du Nord. Alors ils ne connaissaient pas ce jeune homme, ils n'avaient pas voulu accepter ce mariage. Et la destinée a fait qu'ils se sont mariés. D'après les documents d'archives, voici ce qu'aurait pu être cette mine en 1870. Les mineurs travaillaient au fond de la mine, mais aussi à l'aménagement extérieur. Ils disposaient de divers locaux. Le plan du puits montre que des murs devaient soutenir un chevalement qui servait à la remontée du fond des cufas, sorte de grandes barriques remplies de charbon. On nous a toujours dit qu'il y avait 2 puits. Un puits d'une 50aine de mètres et l'autre de 300 mètres. Alors le premier servait pour faire fonctionner les machines, les 2 machines qu'il y avait ici, soi-disant. Et puis le deuxième puits, le charbon devait quand même être exporté, certainement. Oh, mais le charbon, hein, on parle d'exportation, mais certainement dans des sites pas très éloignés. Bon, il pouvait peut-être servir dans les fours à chaud, peut-être pour du chauffage de certains particuliers, ce qui nous n'avons pas de confirmation. Parce que disons que le siècle dernier, les moyens de transport n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein. Alors nous sommes ici au cimetière aux chevaux, c'est-à-dire que les chevaux étaient descendus dans la mine et ils remontaient qu'à leur mort. Hein. Alors ensuite, on venait les déposer ici, à même le sol, et avec les détritus de la mine, et on les enfouissait. Une demande de construction écrite d'une petite voie ferrée pour évacuer les déchets existe effectivement, mais nous ne savons pas si les chevaux descendaient vraiment dans la mine.
L'emplacement de la mine, toi tu le suis, tu es à côté du pommier là. Ah, la mine, je sais pas où. L'emplacement du Le trou. puits était là, puis ils ont mis le talus de terre, tout ça c'est sorti du fond de la mine. De toute façon, quoi. c'est sûrement ça parce que c'est là-bas qu'il est le plus haut, jusqu'au fond là. Oui, oui, avec tout ça. Vous allez toujours. Autrement, ici, au lieu-dit la mine, on a deux terrils, l'un de chaque côté de la route du Temple qui a été faite, elle, bien après. Et on a un premier puits à gauche et un second à droite de la route. Et après, en se dirigeant vers le Temple, on retrouve une autre mine. Quelles sont les traces qui restent sur ce site? Il ne reste du site que les bâtiments, disons, où logeaient les chevaux, ou les bœufs, parce qu'il y avait aussi les deux, pour le transport de ces matériaux-là, particulièrement du charbon et de la chaux, puis tout ça, ça faisait partie de la même société. On vous a montré un éboulement qui situerait l'emplacement d'un puits de descente à la mine. Alors, qui a été, disons, effondré, s'est effondré il y a 2 ans et demi peut-être, et plus ça va, et il descend petit à petit. Ça indiquerait que le bois de mine, qui servait à l'étayage du puits et des galeries, est en train de se consumer, et la terre le remplace en descendant. Pourquoi la mine a-t-elle été arrêtée d'être exploitée? Bon, alors elle aurait été arrêtée d'exploiter suite à, disons, un site insuffisamment noble, si vous voulez, en ce qui concerne la quantité de charbon à découvrir et de la quantité de charbon exploitable. Les filons sont de petites dimensions, de très petites dimensions, et une fois qu'ils étaient sortis de là et, disons, mis à la vente, ils arrivaient à un prix de revient trop élevé. C'est pour ça que cette mine a été abandonnée suite à l'arrivée des charbons anglais qui arrivaient en France en grande quantité et qui étaient vendus, disons, à un prix nettement inférieur. Alors la mine s'est trouvée, la société s'est trouvée, disons, en liquidation, et ça a été abandonné et arrêté vers 1868. Il faudra attendre 1840 pour qu'une concession soit attribuée à des dénommés Mayos et Cousin. Cette lettre est paraphée par Louis-Philippe. Une carte découverte aux archives départementales montre les divers affleurements de charbon des mines de la Tabarière. Des bornes comme celle du Freigne délimitent la concession. Entre 1827 et 1868, de multiples forages de puits et de galeries ont eu lieu. La vallée de la Mosée, au sud de Chantenay, est un vrai gruyère. De multiples galeries sont visibles sur les plans retrouvés aux archives. De nombreuses autres galeries, à travers bancs, étaient creusées tous les 30 mètres de profondeur. Existaient aussi des puits d'aération. Quel travail de forçat pour les mineurs. Voici la seule photo dont nous disposons de la mine de Chantenay en 1907. C'est déjà une ruine qui a servi de carrière de pierre pour les maisons avoisinantes. La cheminée atteste de la présence d'une machine à vapeur. Des roues d'entraînement des câbles ou molettes prouvent la présence d'un chevalement indispensable pour remonter des bennes de 312 mètres de profondeur. À quoi pouvait bien servir ce bâtiment ? Il pouvait abriter une lampisterie pour les lampes de mineurs, une salle des pendus où séchaient les vêtements, une salle de triage des différentes qualités de charbon. L'ordinateur permet là aussi de recréer le bâtiment initial en respectant son architecture. Voilà à quoi il pouvait peut-être ressembler avec son chevalement qui permettait de remonter les bennes du fond avec l'énergie fournie par 2 machines à vapeur de 21 chevaux. À la création en 1840, elle n'existait pas. Au moins jusqu'en 1852, des chevaux attelés dans un manège permettaient d'enrouler des câbles qui tractaient les bennes du fond. Cette photo, prise à Fémoreau, ressemble à s'y méprendre à ce qu'aurait pu être le bâtiment de la mine de Chantenay. Peu de mécanisation, il fallait beaucoup de bras, aussi bien dans le fond qu'à l'extérieur, pour le transport et le triage. Les galibots étaient des manœuvres à tout faire. La mine employait une centaine de personnes, dont certains venaient de régions minières,
du centre de la France par exemple. Le principal puits était celui de l'Épinay, dans lequel on descendait à l'aide d'échelles. Voilà ce qui pouvait peut-être s'y passer. Les conditions de travail étaient terribles, la poussière, la chaleur, l'obscurité, l'humidité. Les accidents y étaient nombreux. Les outils étaient rudimentaires, le marteau, le burin, le pic, ce qui fait que le rendement du travail était très faible. Le charbon était transporté vers les nombreux fours à chaud environnants, et particulièrement à ceux des 5 fours. Dans un four, le calcaire est béné, puis le charbon, et ceci en couches successives. La combustion du charbon va cuire le calcaire, qui sera transformé en chaux vive, elle-même défournée dans le bas du four. Une mine a été ouverte également à la Filetière, près de Chantenay. Grâce au film, les mineurs qui ont travaillé à la Filetière ont pu se rencontrer à nouveau après 50 ans de séparation. Oui, c'est la première Rico. Le gars de Simono. Paul Simono, c'est moi. Paul Simono, Paul et puis Luc Riquet. Reverso, Riquet. Reverso. Ben, c'est encore les Allemands qui ont favorisé, sont mis d'accord avec les mines de Fémoreau, qui voulaient du charbon, parce qu'à ce moment-là, le charbon était... On demandait du charbon partout pour... je sais pas, on n'a pas été embêté avec eux. Ils en avaient besoin, et ils ont ouvert cette mine. Il y en avait de temps en temps, on avait les Allemands qui venaient nous voir. Allez, racontez-nous ça un peu, comment ça se passait. Ils étaient toujours sur votre dos, là? Ah non. Ne nous disiez rien. Hein. C'était pour les Allemands, alors. On n'était pas tellement pressés. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Combien d'années, vous avez travaillé sur ce lieu? 42 à l'ouverture. Ouais. Et vers 44, 45 de la fermeture. Comment vous êtes arrivé mineur? Alors peut-être que vous étiez... Tailleur d'habits. Vous étiez tailleur d'habits. Alors comment est-ce qu'on passe du tailleur d'habits à mineur? Comment est-ce que vous êtes devenu mineur? Mais à cause de la guerre. Il n'est pas venu ici. Oui. On m'expédiait en Allemagne. Puis comme il voulait rester ici, il était marié à ce moment-là. C'est ce qu'on appelait le service de travail obligatoire? Oui, la cloche 42. Vous descendiez dans les mines comment? Par l'échelle? Par l'échelle. Le puits était profond? 35 mètres. C'est-à-dire 35 mètres sur le ferme, et puis 2 mètres 50 en dessous pour faire un puisard pour avoir l'eau. Parce qu'autrement on aurait toujours été dans l'eau. Et on était sans doute, je sais pas, moi, une quinzaine, plus de 15. Vous en connaissez là-dedans? C'est moi. Ah ouais? Dis donc, avec ma barrette. On démontait les pompes, on démontait les tuyaux. Oui, je me rappelle de ça. On noyait le puits, donc hein, tout d'un coup, plouf, tout le monde était saisi. Moi, j'ai une des plus grandes peurs de ma vie, j'ai dit, il est mort. Ah bon. Puis celui qui avait le marteau-piqueur. On était à 2 en général. Oui, un qui poussait l'autre. Oui, qui poussait l'autre. Voilà. Et les autres qui étaient derrière le poussaient.